Et hop, c'est parti, on est en direct. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinar. Aujourd'hui, c'est un webinar conjoint entre 365 Talents et Supermood. Et on va discuter d'un truc super dont on ne parle pas beaucoup chez Supermood, mais qui nous intéresse de plus en plus. C'est tout ce qui est apprentissage et croissance des hommes et des femmes au travail. Et donc, le titre de ce webinar, c'est Peer Learning, Peer Coaching, les nouvelles armes pour gagner la guerre des talents en 2023. On ne vous représente pas la guerre des talents, ça tout le monde, si vous participez à ce webinaire, vous savez ce que c'est. Je vais être accompagné pendant la demi-heure de présentation et le quart d'heure de questions environ de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Kevin, bonjour à tous. Donc hyper content de faire ce webinaire avec toi. Pour les plus attentifs, c'est Loïc de 365 Talents qui devait faire le webinaire, mais il a eu un empêchement de dernière minute, donc c'est Mathieu qui le remplace au pied levé. Voilà. Merci pour l'agilité, Mathieu. Désolé pour le fan club de Loïc qui s'est déplacé et qui se retrouve avec Mathieu Martin. Voilà, je vais essayer d'être à la hauteur. Connaissant Mathieu Martin, ça va être sympa aussi. Donc, pour entrer dans le concret, de quoi on va parler? On va faire un petit état des lieux de la guerre des talents et surtout qu'est-ce que ça, la formation et l'apprentissage, comment ça s'inscrit dans cette guerre des talents dans l'entreprise. On va revenir sur des définitions parce qu'il y a plein de choses. Il y a le peer learning, le peer coaching, le mentoring, le peer mentoring. Vous savez plein de choses, donc on va essayer de défourailler tout ça et de comprendre quelles sont les différences. Et ensuite, on rentre vraiment dans le concret. On arrête le conceptuel. On va vous prendre des cas très concrets de retour d'expérience de 365 Talents ou de Supermood sur des sujets notamment de peer learning et de peer coaching. On va parler outils pour rester dans le concret. Et ensuite, un quart d'heure de questions-réponses. Sachant deux choses, les questions, vous pouvez les poser dans l'onglet qui est en bas à droite de votre écran qui s'appelle Questions. Donc vous avez et un chat et un onglet questions. On prendra les questions vraiment dans cet onglet questions. Donc n'oubliez pas de les mettre là. Et deuxième chose, vous aurez à la fois les slides et un replay à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, vous pouvez être tranquille et vous concentrer sur vraiment l'écoute. Vous pourrez avoir une review derrière de tout ce qu'on a dit. Eh bien, c'est parti. On va commencer par la traditionnelle présentation. Alors Mathieu, qui es-tu? Eh bien, je suis le cofondateur de 365 Talents, comme tu l'as peut-être dit. Je suis en charge, moi, du développement commercial. Et d'un point de vue académique, moi, j'ai une formation en RH. Donc, j'ai un MBA en ressources humaines et j'ai commencé ma carrière en tant que responsable RH et je travaillais sur de l'accompagnement et du développement de carrière de collaborateurs et puis surtout sur du recrutement. Et puis après, j'ai basculé vers des fonctions plus commerciales Ouais. euh, pour en venir à créer 365 Talents. Et alors, transition, qu'est-ce que c'est 365 Talents? Alors, 365 Talents, pardon, c'est une application qui permet d'aider les grandes entreprises à mieux connaître leurs collaborateurs et donc très basiquement à cartographier les compétences dont elles disposent et avoir une vision la plus claire possible sur les sans présence. Mhm. Et donc d'être capable de se constituer une marketplace de compétences, une internal talent marketplace, comme les Anglais le disent d'un point de vue marketing. Mhm. Vraiment, c'est savoir les compétences que j'ai dans la maison pour adresser des sujets à la fois de talent, de rétention, de fidélisation et de projection des collaborateurs sur des opportunités et être capable aussi d'accompagner les transformations des compétences. Donc voilà, donc très rapidement, nous, on est aujourd'hui 70 collaborateurs, on a une cinquantaine de clients Mhm. et qui sont des clients grands comptes, comme je l'évoquais, avec des grosses problématiques. Donc là, effectivement, on a une vue sur les types de clients qu'on accompagne. C'est 1 million de users bientôt. Donc en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Euh, et on est déployé dans 60 pays parce que les entreprises qu'on accompagne sont des multinationales. Et donc, il y a un sujet d'être capable de déployer l'application dans les différents sites sur lesquels ils opèrent. Voilà. Et quand on voit vos logos et qu'on regarde les news, on voit qu'il y a quelques entreprises qui, justement, en termes de compétences, il y a des vrais sujets sur RTE, Mm. sur SNCF par rapport à cet Ouais. hiver, par exemple. Donc, c'est hyper intéressant. Vous êtes au cœur de tout ça, quoi, de tout ce qui se passe.
Ouais, exactement. On est au cœur de tout ça. La SNCF, c'est un très bon exemple, qui était une entreprise, je pense qu'on peut en parler parce que ça sert, et ça sert très bien le propos du jour, qui était une entreprise qui était très basée sur les métiers, sur les emplois, et qui du coup maintenant se met un petit peu la tête à l'envers en se disant il faut épouser cette approche compétence. Mhm. Et épouser cette approche compétence pour faire face finalement aux nouveaux enjeux qu'ils ont en termes de concurrence et donc en termes de rétention et de fidélisation, qui étaient des enjeux qui ne se posaient pas à l'époque, et Ouais. aussi en termes de transversalité de collaboration. Et la transversalité et la collaboration, ben, c'est le sujet du jour finalement. Donc ravi d'être là aujourd'hui pour parler de tout ça. Et puis pour illustrer ça avec bah, des entreprises qui quand même adressent ces sujets-là à bras le corps aujourd'hui. Super. Ben, merci. Je passe à ma rapide présentation. Donc, Kevin, je suis cofondateur et président de Supermood, qu'on a cofondé il y a 7 ans maintenant. J'ai une formation d'ingénieur en data science notamment, et je suis rentré dans le merveilleux monde des RH et du futur du travail il y a 4-5 ans. Et donc, j'interviens notamment à HEC et à Panthéon sur des sujets de people analytics. C'est comment on peut prendre les données au sein des entreprises pour les faire parler et pour aider l'humain. Voilà. Et donc Supermood, très rapidement, on est 45 collaborateurs et notre objectif, c'était de créer des boucles de feedback, de conversation dans les entreprises pour connecter le terrain au haut de l'entreprise en transverse et fluidifier toutes ces remontées d'informations. Et donc, on va travailler sur des sujets de transformation, de changement de stratégie, de QVT, de rétention. Voilà. Donc, on est très complémentaires à 365 Talents. On a une base client qui est la même, hein. Nos partenaires sont plutôt des grandes entreprises. On commence à travailler avec des entreprises au-dessus de 200 collaborateurs. Leur point commun, c'est qu'elles sont toutes en transformation et que l'humain est un sujet majeur pour eux, que ce soit dans la rétention, dans la croissance, etc. Et donc, on se rend compte de plus en plus qu'il y a dans les moteurs d'engagement des collaborateurs aujourd'hui, le moteur de croissance et d'apprentissage est hyper, hyper important, ce qui nous amène aujourd'hui à ce sujet. Alors, donc je viens de vous dire que nous, on remarque empiriquement chez Supermood que l'apprentissage, c'est important. On a fouillé Internet et on a trouvé quelques stats hyper intéressantes. Je vais passer Mathieu et moi, on va se mettre en tout petit. Voilà. Donc, 3 stats qui sont hyper intéressantes. Les deux premières, je vais te faire réagir dessus, Mathieu. C'est 56% des entreprises françaises indiquent qu'un déficit de compétences pèsera sur leur compétitivité. Donc, c'est quand même plus de la majorité. Mm. Et 75% des salariés français, eux, sont en miroir prêts à se former pour monter en compétences, et ce, pour faire face aux transformations de leur métier. Donc, vous qui êtes les maîtres de la compétence et qui voyez tout ça, vous faites du workforce planning en plus. Mm. Est-ce que tu corrobores ces stats? Est-ce que... Bah, je les corrobore complètement. Ouais. Enfin, on existe bah, grâce, j'ai envie de dire, ou à cause de ces stats. Effectivement, ce que ça indique, c'est que ça représente une certaine anxiété à la fois pour les entreprises et à la fois pour les collaborateurs. Mais donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises ne se laissent pas bercer et qu'elles prennent le sujet, enfin, elles mettent le sujet finalement en haut de la liste des enjeux à adresser. Effectivement, il y a une difficulté de plus en plus à recruter. Donc ça participe quand même à ce 56%, hein. On a du mal à recruter. Donc, comment on va faire pour adresser les enjeux en termes de compétences qui sont les nôtres à plusieurs années? Et puis, la stat de 75% sur les collaborateurs, bah ça, ça illustre finalement des métiers qui changent et des métiers qui disparaissent. Et donc, forcément, les collaborateurs sont tout à fait prêts à se reformer, à se upskiller, à se reskiller, pour utiliser des termes un peu barbares. Mais l'idée, c'est d'adapter leurs compétences aux enjeux de demain. Mais pour ça, encore faut-il leur donner de la visibilité sur ces métiers de demain qui sont quand même aujourd'hui un peu difficiles à définir. C'est intéressant cette comparaison en miroir. Ce qu'on a pu constater avec Supermoon, c'est que le Covid a été aussi un déclencheur du je dois m'adapter. Et je dois m'adapter en tant que collaborateur, en tant qu'entreprise.
Et un peu paradoxalement, l'engagement vers l'entreprise a augmenté pendant la phase du Covid, puisqu'on sentait qu'il y avait une certaine solidarité, on faisait partie d'un groupe, et le groupe passait souvent en mode survie. Et donc, il y a une remise en question que ce soit des entreprises ou des collaborateurs qui est assez forte. Ouais. Donc, les stats me parlent aussi. Et il y a 93% des apprenants qui déclarent avoir besoin des autres pour apprendre. Nous, chez Supermood, on le voit dans les leviers de motivation. Il y a le levier social qui est hyper important, que ce soit le levier hiérarchique avec le manager direct, avec les collègues, ou l'environnement qui permet de créer des ponts. Vous, comment vous le traitez, Mathieu, chez 365? Alors, nous, très simplement, cette cartographie des compétences, historiquement, nos clients voulaient la restituer aux RH et aux administrateurs de l'application ou aux managers. Finalement, la possibilité d'avoir une vision consolidée sur toutes ces compétences. Ouais. Et en fait, toutes les entreprises qui ont mis à disposition cette visibilité, en tout cas qui ont rendu disponible ce moteur de recherche à tous les utilisateurs, on se rend compte finalement que ça illustre vraiment très bien cette statistique. On veut apprendre des autres, on veut découvrir les métiers des autres, on veut en savoir plus sur les compétences de l'entreprise de manière générale, mais dans un but de générer de la conversation, de la collaboration et éventuellement, si c'est possible, de l'apprentissage entre pairs. Ça, c'est sûr que... Et donc ça illustre vraiment ce 93%. Ouais, on a une question, je rebondis en direct sur les sources. La première via de PwC, la deuxième également, et la troisième de We Are Peers. Super. Et Mathieu, tu as utilisé des termes hyper barbares comme upskilling, etc. On va prendre un petit peu de hauteur sur ces termes. Donc déjà, peer learning. Pour toi, le peer learning, on va remettre les bases. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va essayer de tout traduire en français parce qu'on abuse d'anglicisme. Bon, très basiquement, c'est l'apprentissage entre pairs. Et en fait, c'est l'idée de favoriser un mode d'apprentissage qui est collaboratif. Et donc, c'est une méthode qui est beaucoup moins descendante finalement que la méthode avec un professeur. C'est une méthode qui applique activement des apprenants dans le processus d'apprentissage. Et c'est une méthode dans laquelle la collaboration est fondamentale. Et donc, le but, c'est d'acquérir des connaissances mutuelles et de manière complètement horizontale et de le faire avec des personnes appartenant à la même organisation que soi. Et on verra que ça a plein de vertus, même si ce n'est pas forcément facile à mettre en place, ça a beaucoup de vertus. Donc, voilà ma définition du peer learning. Elle est à challenger. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le définis. Donc, on est vraiment dans le peer learning par rapport au peer coaching dont on va parler tout à l'heure, dans la compétence. C'est vraiment dans la compétence, ouais. Dans la compétence, dans les capacités. Exactement. Très clair. Je fais mentoring, la différence entre mentoring et coaching. Alors, la différence principale entre mentoring et coaching, ça va être surtout justement dans le caractère descendant et directif, ou plutôt qui va émaner de l'intrinsèque. C'est-à-dire que dans le mentoring, je vais être en relation avec un ou plusieurs pairs qui ont plus d'expérience que moi et qui vont partager vraiment cette expérience. Donc, c'est plutôt descendant. C'est plus, voilà, moi j'ai fait ça, 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 tu devrais faire ça, ça, ça. Le coaching, on est sur quelque chose de plus réflexif, où un coach n'a pas du tout besoin d'avoir la même expérience métier que la personne qu'il va coacher. Et donc, le coach va amener, lui, à poser des questions qui vont faire réfléchir le coaché et qui va amener le coaché à se développer. Donc, là aussi, on voit qu'il y a une certaine dualité, une complémentarité entre le côté très compétence, métier, et le côté plus développement personnel, plus long terme, qui est amené par le coaching. Et je finis par, du coup, le peer coaching, qui va lier les deux. Le peer coaching, ça va être comme le peer learning avec des pairs, sauf qu'à la place d'avoir un échange de compétences, c'est les pairs qui vont me renvoyer un miroir de ce que je fais et me poser des questions. Et donc, la différence entre le peer coaching et le coaching de base, c'est que là où le coaching, j'ai un seul coach qui a une vue de moi, qui est celle que je lui raconte, et qui va me poser des questions vraiment très, très fines dans l'introspection. Le peer coaching, je vais avoir un retour de plusieurs de mes pairs qui ont vécu la même chose. Donc, les avantages par rapport au coaching, c'est que
je suis plus rapidement aligné et je m'identifie plus rapidement à ce qui est dit parce que je sais que c'est des gens qui ont vécu la même chose sans que ça soit un mentoring très directif. C'est-à-dire que le groupe va être à mon service pour me poser des questions et pour me faire réfléchir. Je ne sais pas, Mathieu, si toi, déjà, personnellement, tu as déjà fait du coaching, peer learning, peer coaching, ce genre de choses? Alors, moi, j'ai fait du peer learning, bien sûr, et c'est quelque chose qu'on développe et qu'on souhaite vraiment systématiser chez nous, chez 365 Talents. Pareil pour le mentoring. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut l'utiliser dans finalement dans plusieurs étapes de la vie d'un collaborateur, dans l'onboarding, dans son développement, sur des sujets bien précis. Mais c'est vrai le mentoring peut irriguer finalement plein de strates de la vie d'un collaborateur dans une entreprise. Et effectivement, c'est logique d'apprentissage entre pairs et c'est logique de transversalité. Bien entendu, on essaye, nous, avant d'accompagner les clients, de tester des choses en interne et d'être, entre guillemets, irréprochable de ce point de vue-là, parce que, encore une fois, ça a plein de vertus, à la fois sur les sujets de rétention, de fidélisation, de projection, et à la fois aussi pour répondre à des enjeux business qu'on évoquera tout à l'heure. On va l'évoquer tout de suite. Justement, pour la transition, avant de prendre des exemples concrets, pourquoi les entreprises, elles se mettent entre guillemets aujourd'hui au peer learning, peer coaching, etc., alors que ça fait des années qu'on peut rentrer dans le bureau de son collègue pour lui demander son avis ou voilà. Alors déjà, moi j'avoue que je suis je suis optimiste sur la capacité des entreprises à vraiment mettre en place des politiques de peer learning, de mentoring. On est encore loin finalement du compte. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est hyper valorisé, qui est très bien pour de la marque employeur et ça fait venir des talents et voilà. Après, maintenant, il faut mettre en place des process qui permettent que ça ne soit pas juste un vœu pieux. Mais effectivement, là, on observe un petit revirement en tout cas, on observe une accélération ces derniers temps. La période du Covid, je pense, a beaucoup aidé, comme tu l'évoquais. Nous, en tout cas, on est beaucoup plus sollicité sur le sujet. Il y a 5-6 ans, on l'était pas trop, parce que les sujets compétences étaient très associés à des enjeux de mobilité, de mouvement dans l'entreprise. Finalement, le lien avec l'apprentissage se fait énormément aujourd'hui. Mais parce que finalement, l'approche compétence est de plus en plus la norme. C'était peut-être compliqué à l'époque de mettre en place des politiques de mentoring, des process de mentoring, de peer learning, etc. Aujourd'hui, avec la vision des compétences que l'on a à 360 et aussi des appétences et des motivations des collaborateurs, peut-être que c'est plus simple finalement de faire en sorte que l'offre et la demande de compétences se rencontrent. Voilà. Et puis après, il y a des enjeux de transfo aujourd'hui qui sont tels que ces sujets-là ne sont plus de la coquetterie et qu'il faut les adresser à bras-le-corps encore une fois. Et donc, voilà, il faut y aller, il faut passer à l'action. Et du coup, maintenant, il faut sortir des schémas juste marketing. Exactement, on constate vraiment la même chose. Il y a 2 motivants majeurs. Le premier, c'est la rétention des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est tellement plus coûteux de recruter un nouveau collaborateur que de garder ses collaborateurs actuels que la question financièrement, elle ne se pose pas. Et il y a le sujet de la transformation. Les grands comptes que tu citais tout à l'heure ont un sujet où finalement, même quand ils regardent dans le marché extérieur, c'est très compliqué de trouver les compétences. Et donc, il y a cette volonté de faire fructifier la matière qui est déjà dans l'entreprise. On a aussi, sur le côté peer, une analyse avec Supermoon qui est, notamment depuis le Covid, il y a un délitement du côté social, beaucoup plus de télétravail, beaucoup plus de solitude. Ça se ressent, il y a les stades de burn-out et de charge mentale explosent depuis 2-3 ans. Mais donc, on sent qu'il y a une vraie volonté aussi de partage et de connexion un peu humaine dans les cycles d'apprentissage. C'est conjoint à une remise en question de la formation traditionnelle aussi. Alors, dans les entreprises, mais dans nos écoles aussi.
Et on se rend compte, des vidéos plus courtes, c'est mieux que des grands séminaires de plusieurs heures en monologue, que le fait de tester, de jouer, etc., ça marche mieux. Et donc tout ça, c'est des choses qui portent ce côté entre pairs aussi. Complètement. Euh, enfin, nous, ce qu'on observe aussi, c'est la volonté de permettre aux apprenants d'apprendre sur le tas, d'apprendre sur le terrain. Et donc ça aussi, le peer learning pour ça est hyper intéressant. Après, il faut être capable de prendre des risques, hein. Et cette prise de risque-là, effectivement, elle doit être impulsée par la direction des ressources humaines, mais par la direction générale aussi, parce que c'est Et, c'est une vraie politique. et en tant que DRH ou RH, comment je convainc mon DG que Alors, je... parce que ça répond aux enjeux que tu as évoqués, les enjeux de rétention et de fidélisation qui sont clés quand on a du mal à recruter Ouais. et quand on a besoin que les gens se projettent. Du coup, tous finalement, ces dispositifs permettent ça. Et on convainc. Alors, il y a aussi un enjeu très héroïste. Il faut être capable de montrer le ROI Ouais. de dispositifs comme cela. L'apprentissage entre pairs, d'un point de vue ROI, est super intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on est capable d'identifier peut-être des experts en interne et donc de mobiliser ces experts en interne plutôt que d'aller chercher l'expertise en dehors de l'entreprise. Donc il y a un aspect coût qui peut être intéressant pour une direction générale. Et ça, c'est sûr que alors, les directions des ressources humaines ont un peu de mal, pardon, à avoir cette approche héroïste, entre guillemets. Mais donc, quand on met en place ces dispositifs-là, il faut être capable de mesurer tout cela. Et pour le coup, quand on s'adresse aux collaborateurs et quand on leur demande quels sont leurs modèles d'apprentissage favoris, et quand on s'adresse aussi aux personnes en charge de la formation dans les entreprises, quels sont d'un point de vue coût les dispositifs les plus intéressants, et ben Mm. cela arrive en premier. Donc ça, je pense que c'est un bon moyen d'embarquer. Et puis il y a aussi, c'est logique c'est aussi un sujet de management de la connaissance. On a des populations qui vont quitter l'entreprise. Comment on s'assure aussi que la connaissance reste dans l'entreprise? C'est en mobilisant les compétences internes. Et ça, c'est pour accompagner les transformations et la pérennité de l'entreprise. C'est hyper important. Et donc ça, c'est tout un tas de sujets sur lesquels nous aussi, on se doit d'accompagner nos clients pour avoir cette approche un peu héroïste qui permet d'embarquer les directions générales. Mais effectivement, c'est un des succès, c'est d'avoir un appui au plus haut dans l'entreprise pour être capable d'adresser tout Juste, ça. juste avant le webinaire, tu me prenais un exemple qui était assez intéressant, qui était de mettre des collaborateurs qui n'ont pas encore toutes les compétences pour réaliser une mission Ouais. sur cette mission pour qu'ils grandissent aussi. Mm. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui doit passer par le métier et avoir un buy-in du métier. Exactement. Et quand je parlais de prise de risque, c'est vraiment ça. C'est de se dire aujourd'hui, forcément, ce qui rassure, c'est d'avoir quelqu'un qui a toutes les compétences pour aller vers une mission ou pour aller vers un métier. Ça rassure parce qu'il a déjà il a déjà effectué ses tâches. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt finalement à prendre des gens plutôt très motivés à acquérir de nouvelles compétences et à les placer sur des missions sur lesquelles ils n'ont pas toutes ces compétences. Ça aussi, c'est un signe. C'est super pour travailler sur ces sujets de rétention, de fidélisation. Par Mm, contre, effectivement, ça implique que chacun prenne des risques, à la fois le collaborateur, ils se disent, OK, mm. je vais y aller, je ne connais pas tout, mais c'est pas grave, je vais apprendre sur le tas. Et surtout les managers, donc il y a quelques verrous effectivement à faire sauter. Euh, voilà, nous, on a des clients qui le font et ça marche très bien. Je pense que les retours d'expérience sont quand même très, très intéressants à ce niveau-là. Je vais chercher pour la paroisse de Supermood, mais c'est important dans ce cas-là d'avoir une boucle de feedback qui est assez rapide. Pas attendre 2 ans avant d'avoir des statistiques de rétention fiables, mais plutôt de déjà régulièrement demander aux collaborateurs ce qu'ils pensent, que ce soit le manager, que ce soit le collaborateur qui a été positionné sur la mission, afin de voir si le ROI va dans le bon sens et à quelle vitesse. Bien sûr. On va avancer, Mathieu, je vois le temps qui tourne, là, sur des retours d'expérience. Donc, tu voulais nous parler de quoi comme retour d'expérience chez qui? Alors, je pourrais citer quasi tous nos clients parce que finalement, ce cas d'usage lié à la
à la formation et à l'apprentissage entre pairs, pardon, concerne finalement l'ensemble de notre base de clients. Je peux citer alors je vais pas citer le nom de la banque, mais c'est pour une grande banque française. Elle, ce qu'elle a voulu mettre en place, c'est effectivement de manière industrielle, donc sur plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, l'identification d'experts. L'identification d'experts pour mettre à disposition cette expertise pour des personnes qui souhaitent monter en compétence sur cette expertise ou pour faire du partage simplement du partage de connaissances. Ce qui est très compliqué sur des bases d'utilisateurs, en tout cas de collaborateurs importantes comme ça, c'est d'être capable d'interroger tout le monde. Mais donc déjà, nous, ce qui est important, c'est de faire en sorte d'être capable de cartographier toutes les personnes qui sont prêtes à passer du temps pour finalement mettre en place ces dispositifs-là. Donc cette grande banque française, elle a mis en place une fonctionnalité dans la plateforme. En tout cas, elle se sert d'une fonctionnalité qui permet à chaque expert de dire voilà les compétences sur lesquelles je peux être référent. Voilà. Est-ce que je suis disponible ou pas pour mettre à disposition ces compétences dans le but de favoriser l'apprentissage entre pairs et donc après générer la mise en relation avec des personnes qui souhaitent monter en compétence sur ces dites compétences. Et donc on était sur une population particulière, même métier, même région, ou c'était très transverse? C'était très transverse. Ouais. Parce qu'il y avait cette logique aussi d'horizontalité qui était hyper importante, de décloisonnement. Et donc, l'idée, c'est d'être capable aussi de favoriser cette transversalité, ce qui est quand même compliqué dans des structures qui sont quand même assez descendantes et assez pyramidales. L'idée, c'est aussi de se servir de ça pour générer de la collaboration, générer de la transversalité, parce qu'on sait finalement que les parcours de carrière aujourd'hui ne sont plus simplement verticales et sont horizontales. Donc, c'est aussi un moyen de mettre en place cette culture de la transversalité et de générer du mouvement de cette manière-là. Voilà. Et du coup, les résultats, concrètement, vous en êtes où dans ce projet et ça avance comment? Alors, on vient de le commencer parce qu'on ne va pas non plus vendre du rêve. C'est-à-dire que dans des entreprises comme ça, il y a une conduite du changement à mener. On n'ouvre pas finalement cette visibilité sur l'ensemble des compétences comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, les process c'est en train de devenir un process, c'est-à-dire que le process est en train de se mettre en place. Nous, on intervient finalement pour mettre en place la mise en relation entre l'offre et la demande de compétences. Et puis après, il y a une plateforme qui va finalement gérer tous ces échanges et on va être capable de traquer les choses parce que c'est important, comme tu le disais tout à l'heure, d'être capable de suivre. Donc aujourd'hui, on a lancé le dispositif depuis 6 mois avec cette banque. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un retour hyper chiffré sur tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fonctionnalité qui permet de se déclarer mentor ou de se déclarer menti est hyper utilisée. Et c'est une des fonctionnalités finalement star. Donc, ça met en avant le fait que c'était très attendu par les collaborateurs et ça suscite plein d'intérêt. Et on peut se déclarer mentor ou menti par compétence ou c'est au niveau global? Par compétence, tout à fait. Okay. Ouais, par compétence. Et donc, il y a des gens qui sont et mentors et mentis. Exactement. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est très souvent le cas. C'est très souvent le cas. Donc ça, voilà, c'est un des cas d'usage hyper intéressant. Il y a aussi un cas d'usage dans le domaine de l'environnement où là, c'est la logique de mission. Et finalement, c'est de se dire, OK, je vais placer sur des missions où on aura un encadrement de cette mission par un expert du sujet, mais je vais placer des collaborateurs qui n'ont pas toutes les compétences. Et l'idée, c'est qu'ils puissent acquérir ces compétences pendant cette mission. Et donc, un système de binôme ou c'est plus on les laisse aller en autonomie sur la mission? Non, il y a un système de binôme parce que l'idée, c'est quand même capable d'encadrer ça et qu'il y ait quand même un suivi assez rapproché de la montée en compétence du collaborateur sur ces missions. Voilà. Et de manière générale, pour revenir sur ces sujets-là, tous nos clients nous demandent de mettre en relation finalement des collaborateurs avec des objets de formation. Et aujourd'hui, l'objet de formation, finalement, il est multiple.
c'est à la fois des catalogues de formation traditionnels, mais c'est aussi des mises en relation avec des experts sur des sujets. Ouais. Parce que l'apprentissage entre pairs est un vrai levier que les entreprises avec lesquelles on travaille veulent mettre en avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Et donc, la personnalisation de la formation, ça passe aussi par ça. Être capable de créer ces mises en relation. Et ça, pour le coup, c'est quasi. En tout cas, c'est un souhait chez tous nos clients. Parce que bon, voilà, c'est quand même compliqué d'avoir cette visibilité sur qui sait faire quoi, qui a envie de faire quoi, d'un point de vue peer learning. Voilà. Je vais prendre la balle au bon sur Vas-y. la transition de Supermoon. Tu disais que toi, tes clients avaient ce besoin de comprendre qui sait quoi faire. Nous, chez Supermood, donc, on remonte le feedback des collaborateurs, on en crée de la donnée hyper objective. Et la question qu'on a souvent, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment j'agis derrière? Et donc, ça fait 5 ans qu'on a essayé plein de choses, pousser des articles pour passer à l'action, etc. Et en interrogeant les managers, on s'est rendu compte que ce qui était le plus demandé, c'est de dire des formations, moi, on m'en donne. Je peux chercher sur Google mon problème et puis j'aurai un très bon article. Ce qui me manque, c'est de parler à quelqu'un qui l'a déjà fait. Et donc, on a créé un système qu'on révèle au monde aujourd'hui, qui s'appelle Connect, où l'idée est assez simple, c'est de connecter souvent les managers, mais ça peut être tout type de collaborateurs, entre eux au sein d'une même entreprise, pour des visios de 40 minutes sur une thématique qui les intéresse. Et donc, vous voyez la plateforme à droite, je vais vous mettre en plein écran, voilà. On a un système qu'on appelle des bulles. Donc, en tant que manager, vous pouvez créer une bulle sur votre thématique. Et puis, les collaborateurs, enfin vos collègues, peuvent s'inscrire dans cette bulle. Puis, quand cette bulle est complète, un peu comme un webinar, elle va avoir lieu. Et vous avez une méthodologie de peer coaching qu'on appelle co-développement, qui va vous permettre de poser des questions et de vous reposer sur toute l'expertise de vos pairs. Et après, bon, vous avez prise de notes automatique et tout ça et tout ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est déjà les thématiques des bulles. Au début, il y avait un syndrome un peu de page blanche pour les managers qui se lançaient dans la démarche. Donc, on a créé un panel d'inspiration avec des thématiques proposées. Et on se rend compte qu'il y a 3 types de thématiques qui intéressent vraiment les collaborateurs. Il y a les thématiques managériales, du genre comment donner un feedback difficile, négatif à un collaborateur, quelque chose de très dur, comment garder un collaborateur sur le départ motivé, parce qu'on a besoin de lui. Il y a justement cette transition des compétences à effectuer, mais la personne n'a plus trop d'enjeux parce qu'elle part, donc comment je fais? Voilà, des sujets managériaux assez compliqués. Il y a des sujets très personnels, comment gérer son temps, par exemple. Des choses, une bulle qui marche très bien, c'est jeunes parents, comment faites-vous? Je reviens de congé parental, ma vie a complètement changé. Comment gérer le retour au travail? Et puis ensuite, vous avez des sujets qui sont plus métiers, comment faire appliquer nos directives RSE, comment être plus proche de la stratégie ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on a des trucs hyper variés. Nous, on n'est pas du tout sur les compétences, on est plus sur ce côté coaching et on se rend compte que ça marche très très bien. Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, tous les sujets là, qui sont les sujets les plus demandés, on a tout un tas de pléthore de contenus disponibles en ligne. Et en fait, on s'aperçoit que les gens en ont juste marre de lire des articles, ils ont envie de parler à des vrais gens. Et ça, effectivement, c'est super intéressant. Moi, je vois très bien l'utilisation de cette fonctionnalité chez 365. Justement, pour prendre des exemples concrets, dans une grande entreprise, 100 000 collaborateurs, on a voulu le déployer en test. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'est dit, il y a une population cœur de 100 managers qui est la plus intéressée. Ça va être en fait les nouveaux managers, ceux qui viennent d'accéder au poste de management, soit d'un recrutement extérieur, soit d'une promotion interne. Et donc, on a fait des promos où ils peuvent échanger des bulles entre eux. Mais on s'est aussi dit, lançons-le sur 100 autres managers, juste pour voir s'il y a des bonnes surprises. Et on s'est rendu compte que finalement, selon les communautés sur lesquelles on déploie Connect, les thématiques sont complètement différentes. Et là, on a dans une entreprise tout un groupe SI qui utilise des bulles que pour de l'amélioration métier.
Donc, c'est comment passons 40 minutes pour améliorer la façon dont la rapidité de notre delivery, la qualité de notre delivery. Et on se rend compte que ce qui est hyper intéressant, c'est que plus vous avez des personnes diverses dans la bulle, plus ça phosphore et plus vous avez des points de vue différents et plus les solutions sont intéressantes à la fin. Donc ça, c'est une de nos recommandations quand vous déployez quelque chose, c'est comme de peer coaching en tout cas, c'est de viser assez large parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et derrière, de donner une petite impulsion avec des thématiques que tout le monde peut s'approprier. Et ensuite, en fait, les gens prennent le relais très simplement et continuent de s'auto-animer. Je vois qu'il est 35. Il va nous rester une bonne dizaine de minutes pour les questions. Il y en a quelques-unes déjà. Donc, on est parti pour les questions. Je remonte. Une question de Luc, que je salue au passage. Que 56% finalement, pour 56%, on est sur la première statistique, pour la question un peu en retard, les entreprises qui indiquent qu'il y a un déficit de compétences. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 44% qui se sentent moins concernés par le risque de déficit de compétences? Mathieu, je te laisse répondre en tant que maître des compétences. Non, je pense pas, mais effectivement, je pense que ce que ça illustre, c'est qu'il y a il y a différents niveaux de maturité, peut-être sur le sujet. Donc, ils se sentent pas moins concernés. Et, je pense qu'ils ont peut-être moins identifié l'impact des compétences et de la pénurie des compétences sur l'entreprise. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'on pourrait refaire l'étude dans quelques mois et le chiffre gonflerait. Là, il y a une prise de conscience quand même qui est indéniable en ce moment. Après, effectivement, il y a peut-être des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. Ça, c'est une réalité aussi, par contre. Exactement, pour avoir, de ce que je me rappelle de l'étude, il y avait le sujet de c'est un déficit qui pèsera lourdement sur la compétitivité ou assez peu sur la compétitivité. Donc là, de mémoire, les 56%, ça va vraiment avoir un impact majeur sur l'entreprise. Ok. Donc, on n'est pas sur quelques fonctions qui sont pénuriques, comme de la data science ou je ne sais pas quoi. Là, on est sur quelque chose qui est transverse à l'entreprise. Mhm. Une deuxième question. Alors, une question d'Aurélie. Comment engager les managers dans ce co-développement en sachant qu'ils sont tous débordés de travail? Cela nécessite pas mal de travail de préparation, n'est-ce pas? Excellente question, Aurélie. C'est la question que je posais à Mathieu chez 365. Comment vous faites au manager qui dit bah, mes collaborateurs ne sont pas payés pour mentorer? Qu'est-ce qu'on répond? Bah déjà, je pense que le manager à son niveau, il a les mêmes enjeux que l'entreprise au niveau macro, quoi. Donc, ce qui est bon pour ses managers est bon pour lui et bon pour la pérennité de son équipe. Après, effectivement, je pense qu'il y a une question qui se pose, c'est que je pense qu'il faut aller vers ces dispositifs-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être encadrés et ça ne veut pas dire aussi que on ne doit pas prévoir des temps pendant lesquels les collaborateurs peuvent s'adonner finalement à ces dispositifs. Là, la question, c'était sur la préparation. Ouais, comment on prépare ça? Ouais, bah ça, je pense que, en tout cas, voilà, moi, je pense qu'il faut déjà les convaincre de l'intérêt de la démarche et aussi de comment eux peuvent capitaliser sur ces démarches-là. C'est-à-dire que moi, je parlais tout à l'heure d'expertise et comment on identifie les experts. Ça peut servir à des managers aussi pour répondre à des enjeux business importants chez eux. Je cherche quelqu'un qui connaît particulièrement un territoire ou qui a déjà mis en place un produit, comment je l'identifie et comment je peux mobiliser cette expertise pour adresser des enjeux que je peux avoir. Donc déjà, je pense que ça passe par une conduite du changement et faire en sorte que on arrive à leur montrer les bienfaits et les vertus de ces dispositifs-là. Et après, sur le travail de préparation, je pense que toi, Kevin, peut-être tu as des... Ouais, on a quelques billes. Alors, ça, c'est deux choses principalement. Le premier, c'est d'amener à tester le plus rapidement possible. Parce que généralement, si lui, le manager, fait un peu barrage, ce qui est normal, hein, son but, c'est de protéger le temps de ses équipes, les équipes sont hyper contentes de mentorer. Et on aime tous être mentor, finalement, quel que soit notre métier, quelle que soit notre responsabilité. On aime donner des conseils et aider.
Donc, la première chose, ça serait, de faire tester. C'est pour ça que sur Connect, les bulles durent 40 minutes. 40 minutes, c'est un temps qui est assez court pour être glissé n'importe où dans l'agenda. Vous savez que même si ça déborde, au pire, ça sera une heure. Et en même temps, en 40 minutes, on peut aller au fond des choses, on peut quand même bien creuser un sujet. Donc, le premier réflexe chez Connect, ça va être de dire comment on peut amener quelques personnes à tester au moins ce comité sur seulement 40 minutes. Et ensuite, si elles veulent plus revenir, elles ne reviendront pas. Dans 96% des cas, elles reviennent. Donc, s'il y a vraiment c'est la première étape. Et la deuxième, c'est la communication. Il faut encourager les gens qui ont été mentorés ou les gens qui mentorent aussi à faire remonter un retour d'expérience. Et donc, sur Connect, vous avez de la prise de notes. Avec Supermoon, en plus, vous pouvez mesurer l'impact que ça a sur vos équipes. Mais sinon, mettre en place des petits bilans en disant chaque manager, vous allez parler aux 4 personnes qui ont été désignées comme mentors, enfin qui sont auto-désignées chez 365 comme mentors, et vous leur demandez est-ce que ça les a dérangés, est-ce que voilà. Et on se rend compte que finalement, mentorer, c'est aussi apprendre soi-même. Donc voilà, en termes de préparation, il ne faut pas imposer, il faut plutôt faire goûter, et peut-être imposer le premier pas. Et puis ensuite, comme les enfants, si c'est pas bon, t'arrêtes. Et puis finalement, c'est très bon. Donc les gens continuent. Effectivement, l'approche outil est quand même importante parce qu'il faut être capable de mesurer. Et je pense que c'est le meilleur moyen aussi d'embarquer les managers et peut-être de rendre le dispositif plus simple à mettre en place et tout de suite prouver la valeur, quoi. Ben, je rebondis justement sur la question de Clément sur comment se met en place Connect. L'idée, c'est que l'outil soit extrêmement simple. Donc, vous envoyez un lien et vos collaborateurs peuvent s'inscrire sur une plateforme. Et sur cette plateforme, ils ont la liste des bulles qui sont dans votre entreprise. Ces bulles, eux, ils peuvent en créer eux-mêmes. Donc, vous avez des modèles tout créés. Ils peuvent créer même leur problématique. Vous mettez une date ou un doodle ou une date à définir plus tard. Vous invitez entre 2 et 8 personnes. Et ensuite, tout est géré automatiquement par la plateforme, sachant que vous avez aussi un système de communauté. Par exemple, la communauté des managers va pouvoir poster des bulles qu'au sein de cette propre communauté. Le recadrer un collaborateur inefficace, vous n'avez pas envie que votre équipe voit que vous avez mis ce genre de bulle. Donc, on va rester au sein d'une même communauté. Donc, vraiment, le déploiement de Connect, c'est une demi-heure grand maximum pour une RH. Et puis, derrière, ça, c'est assez autoporteur. Vous avez un système qui crée des bulles automatiquement s'il n'y en a pas pour animer. Vous avez un mail qui part dans la boîte des collaborateurs chaque semaine pour les faire revenir sur la plateforme. Donc vraiment, il y a ce côté animation qui fonctionne hyper bien. Et j'enchaîne sur une question très miroir. C'est une question de Julie. Ça va être pour toi, Mathieu. Comment fait-on pour cartographier les compétences des équipes? Est-ce que c'est les managers qui aident les RH via la plateforme? Est-ce que c'est une auto-désignation? Comment ça se passe? Bon, déjà, enfin, effectivement, il faut mettre en place une culture qui permette de mettre le collaborateur au centre et qui lui permette d'auto-déclarer des choses. Donc là, pareil, on est ce qui peut être considéré comme de la prise de risque hein, pour les RH, mais en tout cas, se dire que le collaborateur est le plus à même de déclarer ses compétences, mais de déclarer aussi les sujets sur lesquels il a envie d'aller. Donc c'est de l'autodéclaration. Et après, ce qui est important aussi, c'est de l'aider, de lui mettre le pied à l'étrier, parce que c'est compliqué. Tu parlais tout à l'heure de travail introspectif, en tout cas du syndrome de la feuille blanche. Ouais. Et déclarer des compétences, c'est compliqué. Donc, la technologie permet d'aller capter l'info là où elle est et de capitaliser sur de l'info que le collaborateur a pu déclarer dans des outils de l'entreprise ou dans le cadre de process RH ou bien sur des plateformes externes. Et donc, de faire en sorte de lui suggérer un maximum de choses finalement pour que ce travail introspectif soit simple. Et donc voilà, donc mettre le collaborateur au centre. Vous mettez un cadre quand même. Par exemple, est-ce que je vais pouvoir mettre que je suis très bon en ping-pong et en anglais et voilà, ou ça reste très professionnel? Comment vous gérez cette barrière?
si les compétences déclarées, même extra-professionnelles, peuvent servir l'entreprise et certains enjeux de l'entreprise en matière de compétences, il faut être capable d'aller les capter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, des talents cachés. Il y a plein de collaborateurs qui ont des talents cachés et ça, il faut aller les capter. Est-ce que le ping-pong est un talent caché? Ça sera quand même aux administrateurs RH, aux managers et aux administrateurs de la solution, plus globalement, de se dire, est-ce que j'ai envie que cette compétence rentre dans le référentiel? Voilà. Après que le collaborateur le déclare, c'est une chose. Est-ce que cette compétence devient officielle, entre guillemets, c'est autre chose. Mais l'enjeu, c'est quand même de déclarer des compétences qui peuvent servir l'entreprise. Bon, voilà. Ça, c'est très subjectif. C'est intéressant. Chez Supermoon, on a la question, en gros, sur quoi voudriez-vous progresser ou quel genre de formation vous aimeriez? Et il y a deux choses extrêmement fortes qui remontent, c'est l'anglais et Excel. Okay. Et c'est hyper marrant parce que quand on prend de la hauteur côté RH, on se dit pas que des choses aussi basiques et répandues, entre guillemets, soient finalement une des premières demandes des collaborateurs. Alors que Excel, c'est hyper compliqué et l'anglais, c'est pas évident, hein. Mais c'est quelque chose, on s'attend parfois à des trucs plus managériaux, plus voilà. Ouais. Et donc, c'est assez intéressant, ce côté compétence, soit caché, soit finalement assez répandu. Bah, l'exemple du ping-pong, il est intéressant parce que justement, pour un de nos clients qui cherchait en externe quelqu'un pour s'occuper de toute la partie sponsoring dans le monde du sport notamment, Ouais. ils ont trouvé un collaborateur qui Mm. avait déclaré toutes ses activités extra-professionnelles. Il était hyper engagé dans les associations sportives de ses enfants. Et donc, on l'a identifié de cette manière-là pour lui demander si le poste en question pouvait l'intéresser. Et c'est lui qui est devenu en charge de toutes les relations avec les clubs de sport et du sponsoring, voilà, et tous ces sujets-là. Donc finalement, ce qu'on peut considérer comme des compétences un petit peu exotiques, Ouais. peut s'avérer hyper intéressant à les capter, quoi. Ouais, c'est une super belle histoire. Mm. On se rend compte dans Connect que beaucoup de collaborateurs poussent leur propre sujet, créent des bulles pour enseigner aux autres aussi. Et parfois, typiquement, l'Excel, nous, chez Supermoon, on a quelqu'un qui forme tout le monde en Excel. Et ça peut être rendu passionnant. Super, écoute, Mathieu, merci. Il est 47, donc pour respecter le timing, on va arrêter là. Si vous souhaitez en savoir plus sur 365 Talents ou sur Connect, n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste ou Lys. Vous avez les numéros de téléphone, les emails, on peut vous faire des démonstrations. Si vous avez des questions pour Mathieu ou pour moi ou une règle de réclamation du fan club de Loïc, n'hésitez pas à écrire à Jean-Baptiste et Lys aussi qui nous transmettront. Parfois, on fait un petit récap des questions qui nous ont été posées a posteriori. Et vous allez recevoir le replay et le PowerPoint sous peu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à diffuser, et on espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Merci encore Mathieu pour ta Merci participation. Kevin, merci à tous. C'était super cool. Top. Allez, Au à revoir. plus. Au revoir.